Il est 19h30 sur les antennes de Moussa TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À l'Assemblée nationale, le règlement intérieur a été adopté. Les députés ont approuvé le texte relu de l'institution par 132 voix pour, 0 contre et 3 abstentions du gouvernement. Après l'élection du président du Parlement, la 6e législature poursuit l'exécution de son ordre du jour. Les élus du peuple ont donc procédé à l'adoption du règlement intérieur. Pour la relecture du règlement intérieur, une commission ad hoc avait été mise en place. Présidée par le député Assarid Ag Ibarkouane, avec comme vice-présidente la députée Khadija Sangaré et Amadou Cissé comme rapporteurs. D'entrée de jeu, le président de la commission ad hoc a indiqué que les membres de la commission ont travaillé du mardi au vendredi de la semaine dernière, conformément aux recommandations du président de l'Assemblée nationale. Amadou Cissé a précisé que ce règlement intérieur amendé est composé de 103 articles et structuré en 4 titres répartis en chapitres. L'élu de Tenankou dira que la commission ad hoc recommande à l'Assemblée nationale de demander aux groupes parlementaires de proposer des secrétaires parlementaires à hauteur de mission, d'harmoniser la saisine du Parlement pour la demande de levée d'immunité parlementaire, de réfléchir sur l'éclatement de certaines commissions générales. Dans ce cas, cette correction ne nécessite pas de nouvel amendement. Qui est une demande expresse du gouvernement, était défendue devant les parlementaires par le ministre de la Communication, chargé de relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré. Selon le ministre Sangaré, malgré le cheminement que suivent les projets et propositions de loi, pour lui, le but de cet amendement est de permettre la correction de ces erreurs lors des séances plénières sans suivre le processus classique des amendements au niveau des commissions. Les élus de la nation ont ensuite fait d'autres propositions d'amendements portant, entre autres, sur l'introduction d'un article sur l'interdiction de la transhumance politique, la restructuration du règlement intérieur, la répartition du temps de parole entre un député interpellateur et un ministre interpellé, l'éclatement de certaines commissions en 2, voire 3 entités pour rendre le travail parlementaire plus efficace, l'amélioration de la gestion des finances publiques, concernant la possibilité de réviser le règlement intérieur à la demande de la commission loi, les députés qui avaient fait ces amendements ont décidé de les différer. Les députés ont donc adopté le règlement intérieur de la 6e législature par 132 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Dans l'affaire Rokia Traoré, Bamako plaide pour une solution équilibrée. Le gouvernement malien apporte son soutien à la chanteuse franco-malienne rentrée à Bamako le 9 mai, alors qu'elle était placée sous contrôle judiciaire depuis fin mars, avec interdiction de quitter le territoire français. Le chef de la diplomatie malienne, Tchéblé Dramé, a évoqué lundi l'arrivée à Bamako le 9 mai dernier de l'artiste Rokia Traoré, lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de Belgique et de France au Mali, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Tchéblé Dramé a saisi l'occasion pour inviter toutes les parties au dialogue en vue de privilégier l'intérêt de l'enfant âgé de 5 ans, précise le ministère. Le gouvernement malien, qui avait auparavant exprimé sa solidarité avec la chanteuse, encourage les avocats des 2 parties à se rapprocher pour trouver une solution équilibrée. Le ministre des Affaires étrangères malien a par ailleurs invité Jan Goussen, père de l'enfant, et son avocat à venir au Mali dès que les conditions le permettront, pour poursuivre la recherche d'un juste compromis. C'est une mère aux abois qui a peur qu'on lui arrache son enfant. C'est pour ça qu'elle est partie au Mali où elle habite, avait expliqué dimanche l'avocat de la chanteuse. La Cour d'appel de Paris avait approuvé la remise de Rokia Traoré à la Belgique fin mars, dans le cadre du litige qui l'oppose au père de sa fille, célèbre dramaturge et directeur du théâtre flamand, qui dirige notamment le Festival de Marseille dans le sud de la France. En attendant cette remise, elle avait d'abord été écrouée avant d'être libérée sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Récotrad s'implique. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le ministère de la Culture, en partenariat avec le réseau de communicateurs traditionnels pour le développement du Mali, Récotrad, a lancé hier à la gare de Sogoniko
une campagne de sensibilisation contre le fléau sur financement de l'UNESCO, partenaire technique du département de la culture. La cérémonie était présidée par la ministre de la Culture, Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Les initiateurs de l'événement ont donné le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation contre la pandémie à la gare routière de Sogoniko, où les risques sont réels du fait de la forte concentration humaine sur les lieux. La ministre de la Culture a salué l'engagement des partenaires dans la lutte contre le Covid-19. Elle a rappelé le contexte de la campagne « Un Malien, un masque », conformément à la vision du chef de l'État. Mme Ndiaye Ramatoulaye Diallo a invité la population à respecter les mesures barrières, car la maladie est réelle et continue d'anéantir des vies à l'échelle planétaire. Malgré les nouvelles technologies de l'information, nous avons souhaité confier cette sensibilisation au Récotrad pour lui permettre de jouer pleinement son rôle premier au sein de la société, a souligné Madame le ministre. Nous vous en parlions la dernière fois. Au Burkina Faso, polémique autour de la mort de 12 personnes. Pour le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, il n'y a pas de doute. Les 12 personnes ont été tout simplement exécutées sous le couvert d'une lutte contre le terrorisme. Après des recherches, c'est à la morgue de la ville de Fada que le député Aziz Diallo a découvert le corps sans vie de son cousin. Il a été froidement exécuté d'une balle dans la tête. Je n'ai pas ouvert les autres sacs pour dire qu'ils ont tous été abattus de la même manière. Mais ce que nous avons vu, même au cimetière, c'est que toutes les blessures étaient au niveau de la tête. On ne peut pas, sous couvert de lutte contre le terrorisme, prendre des gens et les abattre sans autre forme de procès, sans explication, raconte le député Aziz Diallo. Pour maître Ambroise Faroma, l'avocat du collectif, l'absence d'autopsie et d'identification des corps laisse planer un doute sur la volonté des autorités judiciaires de faire la lumière sur cette affaire. Elles ont été gardées à vue à la brigade de gendarmerie. Ça veut dire qu'elles étaient sans moyen de se défendre, donc rien ne peut expliquer qu'on puisse les retrouver mortes le lendemain. Mais le procureur dit qu'ils seraient morts des suites d'asphyxie. Dans cette hypothèse, le procureur, s'il voulait véritablement mener une enquête sérieuse, aurait dû déjà exiger une autopsie. Du côté du gouvernement, pas de réaction face à ces accusations pour le moment. On dit d'attendre les conclusions de l'enquête ouverte par le procureur du Burkina Faso. Rappel à Yaoundé de l'ambassadeur Alfred Gounous qui existait en France. L'ambassadeur du Cameroun en France, Alfred Gounous, a été limogé afin d'apaiser les tensions avec une partie du personnel de la représentation diplomatique à Paris. Alfred Gounous est arrivé à Yaoundé le 12 mai par un vol Ethiopian Airlines, spécialement affrété par le gouvernement camerounais pour rapatrier des ressortissants bloqués à l'étranger. Il a été rappelé sans explication officielle, mais selon nos informations, cette décision est liée aux travaux de réfection de l'ambassade située dans le 16e arrondissement de Paris. Après le saccage perpétré en janvier 2019 par des activistes proches de l'opposition. Nommé en mars, soit 2 mois après cette émeute, le diplomate avait adressé au ministère des Finances, Louis-Paul Motaz, plusieurs demandes de financement afin d'améliorer la sécurité du bâtiment. En un an, il a sollicité près de 1,3 milliard de francs CFA de crédit. En République démocratique du Congo, la CPI rejette la demande de dédommagement de Jean-Pierre Bemba. La Cour pénale internationale a décidé de rejeter la demande de l'ancien vice-président congolais, acquitté en 2018 de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Son avocat avait annoncé en mars 2019 demander plus de 68 millions d'euros d'indemnisation et dommages et intérêts, arguant que les biens de Jean-Pierre Bemba, dont 7 avions et 3 villas au Portugal, avaient tout simplement été laissés à pourrir, pendant qu'il était derrière les barreaux à La Haye, où siège la Cour. Jean-Pierre Bemba aura passé près d'une décennie en prison avant d'être acquitté. Les juges ont considéré que Jean-Pierre Bemba n'avait pas établi qu'il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste, et ont donc refusé de lui accorder un dédommagement, a annoncé la CPI dans un communiqué. La demande de l'ancien vice-président comportait 2 volets, une demande d'indemnisation ainsi qu'une demande de dommages et intérêts en lien avec des accusations de mauvaise gestion du greffe de la CPI, de ses avoirs gelés. L'ancien chef de guerre a été acquitté par la Cour en juin 2018. Élection au Burundi. Au Burundi, à la veille du triple scrutin de demain, dont une présidentielle en l'absence du président sortant Pierre Nkurunziza, la société civile en exil tire la sonnette d'alarme. Elle dit craindre que le pays soit de nouveau le théâtre de violences post-électorales, comme en 2010 et 2015, et en appelle à la responsabilité des forces de l'ordre et de la justice.
Dans le pays, la tension n'a cessé de monter entre les deux principales forces politiques du pays, le CNDD-FDD au pouvoir et son candidat le général Évariste et le principal parti de l'opposition, le CNL, représenté par Agathon Rwasa. Nous avons voulu porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'absence remarquable des conditions indispensables pour la tenue des élections crédibles et apaisées. Nous craignons des violences post-électorales comme en 2010 et après les élections de 2015, où les opposants ont été tués et ont subi des disparitions forcées de torture. Nous lançons un appel aux corps de défense et de sécurité à l'appareil judiciaire de se montrer neutre et impartiaux dans la gestion du processus en cours, particulièrement en assurant la protection des citoyens sans aucune discrimination et en évitant que des élections en cours ne soient une cause d'intensification. En 2018, Ahmad Abdallah Sambi. Aux Comores, l'ex-président Sambi, détenu chez lui, sans jugement depuis 2 ans. En 2018, Ahmad Abdallah Sambi a été inculpé de corruption, détournement des deniers publics, complicité de faux et usage de faux, dans une affaire de vente de passeports à des apatrides. Il n'a jamais été jugé depuis 2 ans, son état de santé s'est dégradé et sa famille s'inquiète sur son incarcération prolongée. Cela fait 2 ans que l'ex-président Ahmad Abdallah Sambi est détenu chez lui dans sa résidence au nord de la capitale Moroni. Sa famille et son avocat dénoncent une détention arbitraire. La période légale de détention provisoire est arrivée à son terme, il y a plus d'1 an, précise son avocat, sans que l'ex-président ait été jugé. De plus, l'état de santé de son client s'est considérablement détérioré selon sa famille. À l'heure actuelle, sa famille ne peut pas le voir directement, regrette sa fille Islam Sambi. Nous n'avons de ces nouvelles que par l'intermédiaire d'une personne qui, elle, a l'autorisation d'aller le voir. Et les rapports médicaux qui ont été établis par son médecin traitant estiment qu'il a besoin de soins médicaux qui ne sont pas accessibles aux Comores. En début d'année, un juge d'instruction a d'ailleurs autorisé son évacuation sanitaire à l'étranger, mais cette décision n'a toujours pas été exécutée, regrette Maître Jean-Gilles Halimi. Les déclarations tant du ministre de la Justice que des différents membres du gouvernement ont considéré dans le fait de dire que le sort de Sambi ne dépend pas du juge d'instruction mais du gouvernement comorien. Donc c'est une atteinte profonde et grave aux droits de l'homme et contraire même à la constitution des Comores qui établit la séparation des pouvoirs. Le fait que l'exécutif s'arroge le droit de maintenir en détention un mis en examen, c'est contraire à tout principe démocratique. Il s'agit d'une détention politique, ajoute l'avocat. Donald Trump menace de quitter l'OMS. Les États-Unis accusent l'organisation d'avoir failli dans sa mission, dans la guerre des mots que se livrent Américains et Chinois sur la gestion de la pandémie de Covid-19. Washington est monté d'un cran. Alors que les États membres de l'OMS se réunissaient pour une Assemblée mondiale de la santé virtuelle et réduite à 36 heures au lieu d'1 semaine, en raison du contexte sanitaire, dans une lettre envoyée au directeur de l'OMS, Donald Trump menace de couper définitivement les vivres à l'organisation. Si l'OMS ne s'engage pas à des améliorations notables dans un délai de 30 jours, je vais transformer la suspension temporaire du financement envers l'OMS en une mesure permanente et reconsidérer notre qualité de membre au sein de l'organisation, écrit-il. Toujours lors de la dernière réunion de l'OMS, la Chine veut prendre le leadership sur la santé. Lors de l'Assemblée mondiale de l'OMS, le président Xi Jinping a accepté le principe d'une enquête sur la réponse sanitaire au Covid-19 tant qu'elle est pilotée par l'OMS avec impartialité. Le président chinois s'est présenté comme le meilleur garant de la santé publique dans le monde lors de la séance virtuelle d'ouverture de la 73e Assemblée mondiale de la santé. Un véritable tour de force alors que le Covid-19 apparu en Chine fin 2019 continue de paralyser la planète. Xi Jinping a d'abord répondu implicitement aux critiques émises notamment par les Américains en affirmant que la Chine, dans un esprit ouvert, transparent et responsable, a communiqué sans tarder les informations liées à la maladie à l'OMS et aux pays concernés. Alors que, ces derniers jours, l'Australie a réussi à convaincre de nombreux pays à lancer une enquête sur le Covid-19, une initiative qui lui vaut d'être sanctionnée économiquement par Pékin. Le président a fait une concession de taille en soutenant une évaluation globale de la réponse internationale après que la maladie aura été jugulée dans le monde.
Mais celle-ci doit être pilotée par l'OMS et se faire dans le principe de l'objectivité et de l'impartialité. L'enquête devra donc aller bien au-delà d'une recherche à l'origine du virus, comme le réclament les États-Unis. De plus, pour Pékin, comme pour l'OMS, cette enquête est prématurée. Endiguer la maladie reste l'urgence du moment. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Mousso TV.